Pierre pour cet éclairage à la fois très historique bien entendu sur l'évolution à partir du texte de 1905 et le texte de 2004 sur la laïcité et donc toute cette chronologie, tous les enjeux qu'il y a derrière et ce regard un petit peu critique que tu as apporté mais très très éclairant sur l'évolution d'une laïcité procédurale. Plutôt sur le versant juridique et sur la dimension substantielle de la laïcité. Alors mon propos va se situer à l'interface des deux. On n'avait pas préparé ensemble cette intervention, mais c'est vraiment très intéressant et en tout cas on pourra nourrir l'un et l'autre nos propos. L'objet de ma présentation, qui va tâcher aussi de s'articuler avec celle de Pierre, c'est de vous proposer un regard à la fois institutionnel, alors je ferai un petit peu plus court parce que Pierre l'a déjà bien présenté, mais quand même avoir un cadrage institutionnel, pédagogique et réglementaire. Donc tu parlais de pédagogisation de la laïcité et donc ça va vraiment être sur ce versant-là puisqu'il m'a été demandé de contextualiser cette problématique de la laïcité à l'échelle de l'école et plus exactement à l'échelle de votre discipline, de notre discipline qui est l'éducation physique et sportive. Donc j'aurai très rapidement un premier temps de problématisation. Ensuite, je vais identifier des dialectiques ou des dilemmes professionnels qui se posent à l'école, qui se posent à nos professeurs d'éducation physique et sportive, de façon plus précise, et ensuite la laïcité de l'EPS à travers ses programmes. Donc, bien entendu, alors, on va certainement étendre un petit peu la notion de laïcité, mais on le fera quand même à travers les programmes, à travers son cadre pédagogique, ces dispositifs d'enseignement et ces dispositifs sportifs complémentaires, parce qu'il est important aussi de ne pas réduire cette réflexion de la laïcité uniquement autour de la leçon d'éducation physique et sportive, mais aussi de l'aborder à travers ces dispositifs sportifs complémentaires que sont le sport scolaire, mais aussi les dispositifs d'enseignement complémentaires que sont l'enseignement optionnel et le PPCS par exemple, et puis revenir très rapidement sur le cadre réglementaire. Alors une problématique, je ne reviens pas, tu l'as très clairement abordé. Effectivement, l'article 1er de la Constitution française précise que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et très rapidement, notre discipline d'enseignement, qui est l'éducation physique et sportive, depuis 1981, retour au ministère de l'Éducation nationale, incarne véritablement à travers son identité scolaire sa spécificité. C'est bien une discipline du corps, donc elle est particulièrement investie sur cette problématique de la laïcité. Donc elle ambitionne effectivement, à travers sa discipline, à travers ses finalités, à travers ses contenus, d'enseigner de façon laïque et de préserver effectivement trois enjeux forts, et tu en as rappelé un, c'est la notion de liberté. Donc comment à travers l'éducation physique, la liberté, l'enjeu de l'égalité, l'enjeu de la fraternité sont consubstantiels de la matrice disciplinaire de notre discipline, et comment, à travers les expériences que vont vivre les élèves, on va pouvoir incarner effectivement cette notion de laïcité à travers l'acquisition notamment des compétences motrices, des compétences méthodologiques et des compétences sociales de notre discipline. Et bien entendu, c'est par l'éducation du corps, par le corps, c'est ce qui en fait la spécificité et la richesse, que tous les élèves vivent et s'enrichissent d'expériences motrices qui vont mobiliser en acte des compétences alors d'ordre psychosocial, les enjeux autour des émotions, de la dimension sociale et des dimensions psychologiques, comment elles se construisent par et dans l'éducation motrice. Et c'est donc bien à travers cette question de l'éducation des corps que va s'incarner cet enjeu de la laïcité. Mais bien entendu, vous le savez bien, c'est par le rapport au corps que notre discipline qui en fait sa spécificité, mais le rapport au corps peut effectivement parfois confronter les enseignants d'éducation physique à des dilemmes professionnels face à des situations d'évitement, d'élèves refusant d'engager ou de s'exposer corporellement dans des contextes incompatibles avec leurs croyances religieuses. C'est bien entendu la problématique de l'absentéisme en natation, mais pas que, dans certaines autres activités. Ces activités peuvent porter en elles les germes d'une incompatibilité avec certaines pratiques religieuses, et en cela,
poser le problème de la dispense d'éducation physique, et on reviendra sur cette notion de dispense d'éducation physique à laquelle sont confrontés nos professeurs d'éducation physique et sportive, qu'il conviendra de bien différencier entre cet acte administratif qui est la dispense d'éducation physique comme une dispense d'un autre enseignement scolaire pour des raisons notamment d'appartenance religieuse, et ce qui relève de l'aptitude ou de l'inaptitude physique, qui relève là pour le coup d'une compétence d'ordre médical. Donc nous reviendrons là-dessus. Alors effectivement, on va travailler par dialectique entre, tu en as abordé un certain nombre, entre savoir et croyance. Tu as abordé beaucoup la notion de neutralité, neutralité et liberté individuelle, entre agents de l'État et usagers des services publics, entre puissance publique et sphère privée, entre obligations scolaires et dispenses, droits et devoirs, entre le dialogue et l'application de la loi, notamment la loi de 2004, hein, effectivement, avant de rentrer sur une dimension réglementaire, avant de rentrer sur une dimension disciplinaire, l'enjeu du dialogue avec les élèves pour donner du sens justement à cette notion de laïcité est un enjeu important. Liberté de conscience et prosélytisme, neutralité et attitude ostensible. On verra que ces dialectiques ou ces dilemmes professionnels sont au cœur de la déontologie des agents de l'État, de l'école publique, au service d'un enseignement laïque. Donc voilà quelques enjeux qui vont traverser ma présentation. Alors effectivement, ces dilemmes professionnels, j'en ai identifié un certain nombre, donc je fonctionne par dialectique. Entre la neutralité qui s'impose, tu en as parlé depuis la loi de 1905, rappelée à travers la loi de 2004, qui rappelle bien l'exigence pour les élèves et pour les agents de l'État de ne pas manifester de façon ostensible une appartenance religieuse. Ben, effectivement, il y a ce devoir de neutralité des agents de l'État. Un enseignant d'éducation physique et sportive, mais pas que, est agent de l'État. Donc effectivement, cet enjeu de la neutralité, ce devoir de réserve s'impose à lui dans le cadre de la sphère publique, dans le cadre de la puissance et de l'autorité publique que représente l'école. Et dans l'école, effectivement, le principe de neutralité s'impose. Donc dans le cadre de l'école, l'enseignant doit, pour lui-même et pour ses élèves, imposer ce principe de neutralité. Par contre, cet enseignant, il est à la fois agent de l'État, mais au-delà de son métier d'enseignant, il est aussi dans une sphère privée. Donc, bien entendu, au-delà de son métier d'exercice d'enseignant d'éducation physique et sportive dans le cadre de l'école publique, libre à lui d'avoir ses propres convictions religieuses, politiques, qu'il peut exprimer comme il le souhaite en dehors de la sphère purement école publique. Donc il faut bien faire cette distinction entre les deux, parce que vous verrez que dans votre exercice professionnel, vous pourrez parfois être face à des ambiguïtés entre vos propres convictions, même politiques, éducatives, et puis certaines règles, certaines lois, certaines évolutions politiques et éducatives qui peuvent rentrer en contradiction avec vos propres convictions. Mais vous êtes fonctionnaire, et quand vous êtes fonctionnaire, vous avez un devoir d'application des règles, des textes, des décrets, des statuts qui s'imposent à l'école, dont celui de la laïcité. Agent de l'État, usager des services publics, vous verrez que les parents d'élèves avec lesquels vous allez être amené à rentrer en relation peuvent être à la fois, bien entendu, plus souvent usagers des services publics, mais à certains moments, ils peuvent être agents de l'État. Quand ils sont agents de l'État, je pense en particulier au premier degré, par exemple, quand des agréments autorisent des parents à intervenir sur le plan pédagogique dans le cadre de la natation, par exemple, ils sont agents de l'État. Ils peuvent encadrer aussi des sorties à caractère pédagogique, ils peuvent intervenir à ce titre-là. Et quand ils interviennent en qualité d'agents de l'État, principe de laïcité, principe de neutralité s'imposent à eux. Par contre, ils peuvent être usagers des services publics. Dans le cadre d'une réunion parents-professeurs, ils ne sont pas agents de l'État, mais ils sont usagers des services publics. Donc vous pouvez, dans le cadre d'une réunion parents-professeurs, par exemple, voir arriver des hommes et des femmes, des parents d'élèves, avec des signes ostensibles d'appartenance religieuse. Mais on n'est pas dans le même cadre, on est là dans un cadre usager des services publics. Une autre, et donc ce sont des situations professionnelles auxquelles vous risquez d'être confrontés. Savoir et croyance. Le lieu de l'école
le lieu de l'école, c'est bien le lieu de la transmission du savoir pour éclairer les consciences, développer l'esprit critique et vivre ensemble et éviter ce que tu as appelé tout à l'heure le repli communautaire. Et donc effectivement, la croyance peut s'opposer au savoir, et le rôle de l'école, effectivement, c'est d'élever les consciences et c'est d'outiller nos élèves par l'acquisition de savoir pour une connaissance du fait religieux, d'accord, pour mieux comprendre et mieux se situer par rapport à ça. Et donc l'éducation physique a une fonction bien entendu d'instruction publique, elle dispense des savoirs du corps, elle développe la mixité, elle développe l'inclusion, l'estime de soi, l'entraide, et en cela, elle participe justement à la formation du futur citoyen. Alors elle éduque à la laïcité, alors bien entendu dans un sens très large, mais elle contribue effectivement à faire société et à permettre aux élèves, par les acquisitions pures de l'éducation physique, les savoirs du corps, mais aussi à travers d'autres savoirs plus méthodologiques et sociaux, à la formation plus générale du citoyen. Et donc en cela, elle contribue à éclairer les consciences. Un autre dilemme professionnel ou une autre dialectique à laquelle vous risquez d'être confronté, c'est le rapport entre l'obligation de l'instruction scolaire et la dispense. L'éducation physique et sportive, au même titre que l'ensemble des disciplines, dispose de programmes, elle enseigne des savoirs, des compétences, et donc tout programme scolaire doit être enseigné et aucun élève, dans le cadre de ce principe rappelé par le Code de l'éducation, n'a le droit ou s'autorise le droit de se dispenser d'un programme scolaire, d'un contenu scolaire, de tout ou partie d'une discipline scolaire. Ça, c'est vraiment un principe important. Et bien rappeler le fait aussi que la dispense relève, je l'ai dit tout à l'heure, d'un acte administratif. Et quand on est dans le cadre de l'école, cet acte administratif, il est de l'autorité pour l'école primaire du directeur d'école, hein, par subsidiarité de l'inspecteur de l'éducation nationale, et dans un établissement scolaire du second degré, du chef d'établissement qui a cette autorité administrative pour prendre la décision, en appui de l'équipe pédagogique, de dispenser un élève d'une activité physique, par exemple la natation, mais pas que, parce que, en appui avec l'équipe pédagogique, il juge que cet élève, pour des raisons physiques, notamment de déplacement vers une installation sportive, pas en capacité d'assister à un cours d'éducation physique. Mais en tout cas, les élèves ou les parents n'ont pas vocation à pouvoir s'autoriser à dispenser des élèves, ni même un médecin scolaire, de dispenser un élève d'une pratique physique. Donc ce principe d'obligation scolaire s'impose aux élèves et s'impose dans un cadre effectivement d'une école républicaine qui doit promouvoir la démocratisation du savoir pour toutes et pour tous. Un autre enjeu, et on l'a dit tout à l'heure, le rapport entre neutralité, comportement ou port de signes ostensibles. Pierre l'a rappelé, la loi de 2004 n'interdit pas pour les élèves et les enseignants le port de signes en tant que tel, port de signes religieux, mais c'est bien l'intentionnalité qu'on va donner à ces signes religieux ou l'ostensible, la façon dont on montre ces signes religieux, qui ne peuvent effectivement avoir leur place à l'école. Donc effectivement, la neutralité, elle s'impose pour les enseignants, elle s'impose également pour les élèves dans le cadre de l'école républicaine. Et donc il y a bien cet enjeu de l'interdiction de l'ostentation religieuse ne porte pas atteinte à la liberté de conscience des élèves. On est bien dans cette idée qu'effectivement, il faut libérer les consciences. On est dans une république une et indivisible, et donc le principe de laïcité est indissolublement lié à cet enjeu de neutralité, et en tout cas de ne pas manifester de façon ostensible un signe religieux, et pour les enseignants de ne pas faire preuve non plus de prosélytisme. Donc voilà quelques dialectiques ou quelques dilemmes très professionnels qui risquent effectivement dans votre carrière de professeur d'éducation physique, peut-être vous arriver dans le cadre de votre pratique professionnelle. Le PS et la laïcité, alors à travers ces programmes, alors j'ai pas repris l'ensemble des programmes, mais j'ai identifié quelques éléments du programme qui intègrent plusieurs choses, l'enjeu de fraternité, l'enjeu de liberté notamment, et on voit bien qu'à travers la finalité de l'éducation physique, à travers les objectifs de l'éducation physique, à travers ses compétences, je ne vais pas tous les passer en revue, mais la première finalité de l'éducation physique, c'est bien
par la pratique des activités physiques et sportives, de former un citoyen physiquement et socialement éduqué. Donc on voit bien que la dimension éducation physique intègre aussi par l'éducation physique des dimensions plus générales que sont des enjeux effectivement méthodologiques, des enjeux sociaux et donc effectivement l'enjeu d'une éducation physique qui doit permettre aux élèves de travailler ensemble, qui doit permettre aux élèves d'être plus fraternels, qui doit permettre aux élèves de développer leur liberté de conscience, de développer leur capacité à se mettre en projet seul ou avec les autres, sont des éléments consubstantiels de l'EPS et qui participent aussi à cette éducation à la laïcité. Donc on voit bien qu'on parle beaucoup de partage des règles, on voit aussi l'idée d'assumer différents rôles, différentes responsabilités, assurer sa sécurité et celle des autres. Donc on voit bien qu'à travers les programmes du collège, si je résume aussi les programmes du lycée, on retrouve également ces enjeux autour d'une éducation physique à la responsabilité individuelle et à la responsabilité collective. La fraternité, la solidarité se développe beaucoup, la capacité aussi à se connaître pour se mettre en projet sont des éléments consubstantiels de la matrice de notre discipline. Voilà, je suis passé assez vite sur les programmes parce que vous connaissez bien entendu ses finalités, ses contenus. Je vais insister un petit peu plus maintenant sur son cadre pédagogique et faire le lien entre son cadre pédagogique et les enjeux autour de la liberté et autour de la solidarité. Si on reprend la classification de nos programmes en 4 champs pour le collège et en 5 champs d'apprentissage pour le lycée, on voit bien qu'à travers les enjeux de formation portés par chacun des champs d'apprentissage, on retrouve bien entendu une spécificité motrice, une éducation motrice spécifique à un champ d'apprentissage, mais on retrouve de façon transversale cette idée par les champs d'apprentissage de développer une solidarité, une fraternité, une capacité des élèves à travailler ensemble, mais au-delà de ça, on voit bien aussi se développer cette capacité à former des élèves capables de faire des choix par rapport à une connaissance de leurs propres ressources pour s'investir dans des projets de performance, dans des projets de déplacement dans les APPN, etc. Donc, si je prends par exemple le champ d'apprentissage numéro 1, qui confronte l'élève à l'espace et au temps, qui permet aux élèves, effectivement, de viser une compétence liée à des enjeux de performance individuelle notamment, on voit bien qu'à travers réaliser une performance mesurable à une échéance donnée, l'élève doit être en capacité de se fixer des projets individuels pour viser une performance autoréférée. Donc il doit être en capacité de se mettre en projet individuel pour réaliser la meilleure performance possible par rapport à ses ressources, qui nécessite effectivement de bien se connaître, de connaître ses ressources pour être capable de faire des choix adaptés pour réaliser la meilleure performance possible en fonction de ses propres ressources. On est bien là dans un enjeu de pédagogie lié à des projets individuels de performance en lien avec la propre connaissance de ses ressources. Donc là, cette idée d'individualisation, cette idée de liberté, de libre choix par rapport à ses propres ressources, s'exprime notamment à travers des projets de performance individuelle. Si on regarde le champ d'apprentissage numéro 2, qui doit permettre à l'élève de s'adapter à différents environnements, pareil, on retrouve cette idée de choix individuel par rapport à ses ressources et par rapport à différents parcours d'escalade ou à différents parcours d'orientation où l'élève doit être capable de faire le choix du parcours le plus adapté à ses ressources, voire même à pouvoir y renoncer si jamais le parcours est trop compliqué par rapport à ses ressources. Donc cet enjeu de mise en projet individuel se retrouve bien entendu à travers le champ d'apprentissage numéro 2 et à travers également la spécificité d'un champ lié à l'enjeu de la sécurité. Agir en sécurité pour soi et pour les autres permet d'opérationnaliser très concrètement cette idée de solidarité et de fraternité par l'acquisition de contenus très précis en termes de sécurité dans des activités qui engagent particulièrement la sécurité des élèves. Si on regarde sous l'angle
des activités liées au domaine, au champ d'apprentissage numéro 3, concevoir et réaliser une prestation artistique ou gymnique destinée à être vue, jugée, appréciée. À l'identique, les élèves doivent s'engager dans des projets individuels ou collectifs, donc bien entendu travailler ensemble autour d'un projet artistique, autour d'un projet gymnique qui doit être vu, jugé et apprécié. Donc là, on voit bien une nouvelle fois que la dimension projet individuel, projet collectif prend une place importante et bien au service du développement d'une liberté individuelle ou collective des élèves travailler à travers les activités artistiques. Mais ce sont aussi des activités qui engagent particulièrement l'engagement émotionnel, la capacité aussi à juger de façon bienveillante une prestation collective. Quand on est dans le champ d'apprentissage numéro 4, pareil, cette idée de liberté individuelle et collective s'exprime à travers la capacité à s'engager dans des projets individuels ou collectifs pour maîtriser des affrontements individuels ou collectifs. Bien entendu, les élèves sont amenés à faire des choix et à s'investir dans des projets tactiques pour gérer un rapport de force et pour obtenir le gain d'un match ou d'une rencontre. Donc une nouvelle fois, cette dimension projet individuel, cette dimension liberté individuelle et collective s'exprime et s'opérationnalise aussi à travers ces enjeux autour de la coopération et de l'opposition. Sur le champ d'apprentissage numéro 5, j'irai assez vite puisque autour du savoir s'entraîner par rapport à un projet de développement et un choix de thème par rapport à ses propres ressources, on voit bien qu'effectivement le savoir s'entraîner dans le champ d'apprentissage numéro 5 mobilise bien entendu la capacité à faire des choix adaptés à ses ressources pour produire des effets à plus ou moins long terme sur son développement. Donc à travers cet éclairage des enjeux de formation portés par les différents champs d'apprentissage, on voit bien comment cette éducation au choix, comment cette capacité à se mettre en projet individuel ou collectif et cette capacité à travailler ensemble, à s'entraider et à développer la solidarité dans les apprentissages s'opèrent et se colorent de différentes façons en fonction de l'ADN porté par chacun des enjeux de formation initiés dans les 5 champs d'apprentissage. L'éducation physique, c'est une discipline du corps, je l'ai rappelé, mais c'est une discipline mixte comme comme le sont l'ensemble des autres disciplines. Elle se pratique ensemble, c'est-à-dire filles, garçons, elle se pratique aussi avec des élèves valides, elle se pratique aussi avec des élèves en situation de handicap ou des élèves à besoins éducatifs particuliers. C'est donc une éducation physique qui participe à l'éducation aux différences, qui permet aux élèves, en pratiquant avec des élèves issus d'horizons différents, avec des ressources différentes, de s'enrichir justement de ces différences pour se respecter dans le cadre d'une pratique physique et sportive. Par ailleurs, l'EPS est une discipline constituée de règles, différentes règles, qu'elles soient dans le champ des activités physiques et sportives, mais elle confronte aussi les élèves à des règles d'hygiène, à des règles de sécurité, à des savoir-faire sociaux. Donc en cela, l'éducation physique incarne, à travers l'appropriation et l'acquisition de ces règles, une éducation à la solidarité et à la fraternité pour apprendre aux élèves à mieux vivre ensemble à travers l'enseignement de l'éducation physique. À côté de l'éducation physique et à côté de la leçon d'éducation physique et sportive, vous avez bien entendu des dispositifs sportifs complémentaires et des enseignements complémentaires à l'EPS. Il est intéressant de lire à travers ces dispositifs sportifs complémentaires et ces enseignements complémentaires des enjeux autour de ce qui nous anime ce soir, la laïcité. Si je prends par exemple le sport scolaire, complémentaire à l'EPS obligatoire, si on lit le sport scolaire, notamment à travers le projet national du sport scolaire du second degré voté dernièrement par l'UNSS, donc le projet national qui est vraiment le projet éducatif et stratégique porté par le sport scolaire, on retrouve des enjeux autour du vivre ensemble, on retrouve des enjeux autour de l'accessibilité du sport scolaire pour tous les élèves, pour les filles, pour les garçons, pour les élèves en situation de handicap, donc des enjeux autour de l'accessibilité. On retrouve aussi des enjeux autour de la responsabilité, de la fraternité, à travers les différents rôles sociaux que les élèves vont incarner dans le cadre de la pratique scolaire, des jeunes officiels, des jeunes reporters, des jeunes arbitres. Donc ils incarnent à travers le sport scolaire cet enjeu
d'une pratique physique qui se pratique ensemble et qui se pratique en toute solidarité et en toute fraternité. Quand on regarde également le règlement fédéral de l'UNSS, qui est le cadrage réglementaire qui organise les rencontres et les compétitions sportives, on retrouve également ces enjeux de solidarité et de fraternité, puisque les compétitions ou les rencontres dans le cadre de l'UNSS s'organisent toutes en mixité et toutes par équipe. Même des pratiques individuelles comme l'athlétisme s'organisent toutes en rencontres par équipe. Et des rencontres, effectivement, non seulement par équipe, mais des rencontres avec une exigence de mixité où on mélange les filles et les garçons, qui permet effectivement, par équipe d'établissement, de viser une performance collective et donc de travailler à travers cet enjeu d'une performance collective, de travailler cette solidarité à travers l'identification qu'on peut avoir du sport scolaire. Les sections sportives scolaires qui sont également un dispositif sportif complémentaire à l'EPS obligatoire. Et vous savez qu'un nouveau texte organise les sections sportives scolaires depuis le mois de décembre 2023. Et il est bien rappelé le caractère éducatif des sections sportives scolaires qui ne se confondent pas avec les nouveaux sports-études qui ont une vocation plus d'accessibilité ou d'accompagnement des élèves sportifs de haut niveau, mais on est véritablement sur une éducation par le sport, on est véritablement sur une éducation à la mixité, l'inclusion, ces enjeux effectivement du vivre ensemble par l'éducation physique et sportive sont des enjeux forts qui organisent les sections sportives scolaires aujourd'hui. Donc elles n'ont plus ce caractère, ou moins ce caractère performatif, ce sont bien des dispositifs qui doivent accompagner des projets d'établissement autour d'une éducation par le sport. L'enseignement optionnel et l'enseignement de spécialité en éducation physique et sportive, qui sont là pour le coup des enseignements complémentaires à l'EPS obligatoire, incarnent également ces enjeux à travers des projets notamment collectifs, puisque dans ces enseignements thématisés, les élèves effectivement bénéficient d'apports pratiques, d'apports théoriques, thématisés, mais aussi sont amenés à conduire des projets collectifs dans le cadre de ces enseignements et en cela développent effectivement des compétences d'ordre psychosocial et développent la capacité à travailler et à conduire ensemble des projets thématisés. Voilà un petit peu le cadrage, on va dire, institutionnel, l'EPS vu à travers ses programmes, l'EPS vu également à travers ses enseignements et ses dispositifs complémentaires. Maintenant, si on revient sur des problématiques un petit peu plus spécifiques auxquelles peuvent être confrontés les enseignants d'éducation physique et sportive, en lien justement avec des stratégies d'évitement, en lien avec des élèves qui se dispensent ou s'autorisent à ne pas pratiquer l'EPS pour des raisons en particulier d'appartenance religieuse. Fréquemment, nous sommes alertés par des élèves qui demandent une dispense d'éducation physique et sportive, avançant que cette pratique serait contraire à leurs convictions religieuses, ou adoptent une tenue non conforme et ostensible, ou refusent la mixité garçon-fille, ou refusent de participer à un enseignement de l'éducation physique parce que cet enseignement est assuré par une femme, par exemple. Ce sont des cas d'études auxquels on a pu être confrontés. Ou alors la délivrance de certificats médicaux dits de complaisance où le médecin, très clairement, s'autorise à dispenser l'élève d'un enseignement. Alors, effectivement, il y a un code de l'éducation qui rappelle quand même le cadre réglementaire de cet enseignement, enfin en tout cas de l'obligation scolaire, qui rappelle bien l'obligation de l'assiduité qui s'impose à tous les élèves, c'est-à-dire que tous les élèves doivent suivre l'intégralité des enseignements dispensés dans leur emploi du temps. Et donc la pratique de l'éducation physique et sportive, quelles que soient ses activités support, fait partie des enseignements obligatoires inscrits dans les programmes scolaires et inscrits dans les emplois du temps des élèves. Donc rien ne doit justifier une dispense ou en tout cas le fait qu'un élève puisse s'autoriser
à développer des stratégies d'enseignement pour ne pas pratiquer la natation ou ne pas pratiquer le yoga, qui peut aussi sur certains aspects, des cas qu'on a déjà eu à traiter, être, à partir de ces postures, être contradictoire avec certaines pratiques religieuses, par exemple. Donc, en tout cas, le Code de l'éducation est très clair là-dessus, sur cette obligation de l'assiduité. Vous avez également, là je vous l'ai mis, hein, un autre code, l'article L141 du Code de l'éducation sur le caractère protecteur de la laïcité à l'école vis-à-vis de tout prosélytisme. C'est ce que tu rappelais, la neutralité de l'État. La circulaire du 18 mai 2004, hein, qui rappelle effectivement que les convictions religieuses des élèves ne leur donnent pas le droit de s'opposer à un enseignement. C'est une obligation légale. Les convictions religieuses ne peuvent justifier un absentéisme sélectif, par exemple une éducation physique et sportive, ou s'absenter, par exemple, d'une partie du programme de SVT qui traiterait des notions contradictoires ou qui heurteraient les pratiques religieuses des élèves. Vous avez aussi des certificats médicaux. Alors les certificats médicaux, effectivement, c'est un objet très identifié en éducation physique et sportive puisque vous êtes confronté à cette pratique chez les élèves et on peut effectivement avoir une suspicion sur un certificat médical. Alors suspicion, effectivement, ça veut dire que on peut douter de la validité d'un certificat médical parce que l'élève ne présente pas a priori d'incompatibilité physique avec la pratique d'une activité physique et sportive. Où on peut avoir aussi une suspicion parce que c'est un certificat médical rédigé par un médecin bien connu de l'établissement et qui rédige énormément de certificats médicaux. En tout cas, un certificat médical est bien de la compétence du médecin, mais qui doit délivrer des indications permettant à l'élève, au regard de ce qui lui reste en termes d'aptitude partielle, de pouvoir pratiquer l'éducation physique à travers une EPS adaptée. C'est pour ça que je parle plutôt d'aptitude partielle plutôt que d'inaptitude, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il reste à l'élève sur le plan fonctionnel, sur le plan physique, pour lui autoriser à pratiquer l'éducation physique et sportive, en tout cas une éducation physique qui lui permette de s'adapter à ces problématiques physiques. Alors quelques pistes très générales lorsque vous êtes confronté à ce type de problème. Vous n'êtes pas tout seul, hein, c'est-à-dire que vous avez un chef d'établissement qui, je le rappelle, est votre supérieur hiérarchique direct. Et donc, lorsque vous êtes confronté à des élèves dont vous avez une petite suspicion sur le fait qu'ils se soient autorisés à ne pas venir en éducation physique pour des questions religieuses notamment, il faut systématiquement prévenir votre chef d'établissement. C'est lui qui est le garant, effectivement, de son établissement et qui est le garant de l'application des principes de laïcité en particulier. Donc ça, c'est la première chose à faire, ne pas rester seul avec cette problématique. La deuxième chose, c'est que le chef d'établissement rassure son enseignant, rassure l'équipe pédagogique et rappelle le cadre réglementaire et le principe de neutralité et de devoir de réserve. C'est le rappel à la loi pour l'enseignant, hein, mais vous avez certainement parfois besoin d'être outillé aussi sur le plan réglementaire sur ces problématiques. Ensuite, le chef d'établissement sollicite l'appui et l'expertise, enfin peut solliciter l'appui et l'expertise d'un référent académique valeurs de la République. Il faut savoir qu'effectivement, dans toutes les académies, vous avez des référents laïcité, des référents valeurs de la République. C'est une équipe pluridisciplinaire, pluricatégorielle, qui a pour mission de prévenir, de répondre et de soutenir les équipes pédagogiques lorsque, effectivement, elles sont confrontées à des problématiques de cet ordre-là. Sachez qu'à l'échelon national, vous avez le Conseil des sages et de la laïcité et une équipe nationale en appui, justement pour traiter de cette question de la laïcité et des faits religieux. Et donc, ce sont bien des équipes académiques, hein, à travers les référents académiques valeurs de la République, qui, dans les territoires, accompagnent les équipes pédagogiques sur cette question-là. Donc, vous n'êtes pas tout seul et vous pouvez effectivement être accompagné en équipe pédagogique disciplinaire et interdisciplinaire. Alors, tu le parlais tout à l'heure, mais effectivement, il est demandé au chef d'établissement de rédiger un fait établissement pour que l'institution puisse aussi avoir trace,
hein, de ces problématiques-là. Avant de rencontrer la famille, parce que quand vous avez ces difficultés-là, bien entendu, il va bien falloir à un moment donné ne pas laisser le problème s'enquister, mais pouvoir assez rapidement rencontrer la famille et l'élève pour aborder cette question-là. Attention, soyez vigilants, c'est pas une réunion avec les parents qui est très simple, donc il faut quand même pouvoir la préparer en amont avec le chef d'établissement, avec le référent académique Valeurs de la République, et vous pouvez même être accompagné dans le cadre de ces rencontres avec les familles et les élèves d'un appui des référents académiques Valeurs de la République. Ensuite, il est important de faire œuvre de pédagogie, il est important de pouvoir expliquer, de pouvoir réunir la famille et l'élève pour rappeler un certain nombre de choses. Alors, au-delà du caractère réglementaire de la laïcité, donner du sens à votre enseignement. C'est-à-dire que quand vos élèves se dispensent pour des raisons notamment religieuses, mais pas que, de l'enseignement de la natation, il faut pouvoir donner du sens aussi à cet enseignement-là. C'est-à-dire que, au-delà de questions religieuses, c'est bien un enseignement qui doit permettre à des élèves d'acquérir un savoir sportif fondamental qui est le savoir nager en sécurité. Parce que savoir nager en sécurité, c'est pouvoir se sauver, c'est pouvoir sauver les autres et c'est pouvoir aussi, dans une logique de démocratisation, d'accès à la pratique sportive, leur permettre d'accéder à des loisirs sportifs autour des activités nautiques et dans les centres d'accueil collectif de mineurs. Effectivement, quand les élèves, dans le cadre d'une sortie scolaire notamment, où il y aura une pratique dans le cadre d'une activité nautique, il y a nécessité effectivement de pouvoir justifier du savoir nager en sécurité et notamment avant ça de l'aisance aquatique. Donc en tout cas, c'est donner du sens aux enseignements dispensés en éducation physique pour leur propre pratique et une pratique à l'école et une pratique en dehors de l'école. Donc il faut effectivement faire œuvre de pédagogie, bien expliquer aussi les enjeux de la laïcité autour des principes qu'on a édités tout à l'heure, liberté de conscience, bien entendu, du vivre ensemble. C'est pas, quand on parle de laïcité, c'est pas contre les cultes, c'est pas contre leur pratique religieuse, c'est bien vivre dans une institution scolaire où l'on respecte chacun dans sa liberté de conscience, chacun dans sa liberté de croire ou de ne pas croire. On respecte, on n'est pas contre les religions, mais bien entendu, l'idée c'est de vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. Et donc ça participe, bien entendu, à adopter des règles communes. Et dans ces règles communes, l'assiduité scolaire, ne pas s'autoriser à se dispenser d'un enseignement, font partie des enjeux d'une école laïque et républicaine. Je ne reviens pas sur la notion de dispense, vous avez bien compris. Par contre, attention, il faut être vigilant, vous êtes peut-être de futurs enseignants, vous êtes enseignants, à ce que ces notions de dispense, d'inaptitude, d'aptitude partielle soient très clairement écrites dans le règlement intérieur d'un établissement scolaire. Ça, c'est fondamental parce que le règlement intérieur fixe les règles du jeu de la communauté éducative et le règlement intérieur, il est connu, il est lu, il est censé être connu des parents, en tout cas de l'ensemble des membres de la communauté éducative. Et donc il est important de fixer les règles du jeu au départ, de telle façon qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ces notions-là et qu'il soit bien rappelé la distinction très nette pour les élèves, pour les parents, de la dispense, acte administratif, de l'aptitude médicale. En cas de suspicion d'un certificat médical non justifié, alors il est possible pour un chef d'établissement ou un IEN, un inspecteur de l'éducation nationale, ce sont les inspecteurs du premier degré, en concertation avec le médecin scolaire, vous savez qu'il y a des médecins scolaires aussi dans les établissements scolaires, alors ils ne sont pas à demeure des établissements scolaires, ils partagent souvent plusieurs établissements scolaires, mais vous avez des infirmières, vous avez un médecin scolaire, et donc en accord avec l'autorité compétente, il est possible pour un chef d'établissement et un IEN de saisir le Conseil de l'ordre des médecins en vue d'effectuer un signalement. Signalement, mais dûment justifié. J'ai rappelé les principes tout à l'heure. C'est le constat que le même médecin a rédigé plusieurs certificats médicaux,
On a un doute sur l'inaptitude physique mentionnée dans le certificat médical, qui amène à s'interroger. Ou alors, effectivement, la manifestation d'une pratique religieuse incompatible avec les valeurs de la République par l'élève ou un membre de son cercle familial. Donc, quand il y a un litige, quand il y a une suspicion, effectivement, il est possible d'adresser un signalement au Conseil de l'Ordre des médecins. Toujours sur les pistes, cet enjeu de la laïcité n'est pas simple. Alors, les enseignants sont formés, sont accompagnés sur les valeurs de la République. La posture n'est jamais très simple quand vous êtes confronté à ces cas de figure, parce qu'il existe plusieurs cas de figure auxquels vous pouvez être confronté. Donc vous avez bien compris qu'il ne fallait pas rester seul, qu'il fallait signaler très vite à votre autorité administrative et votre chef d'établissement. Mais il est important effectivement de faire culture commune au sein de votre discipline, au sein de l'équipe pédagogique, au sein de l'équipe éducative. C'est-à-dire que ça doit être une partie intégrante du projet d'établissement et la façon dont on doit réagir, les procédures qu'on doit mettre en place, la démarche qu'on peut mettre en place lorsqu'on est confronté en tant qu'enseignant à des problématiques de cet ordre-là, liées aux problématiques liées à la laïcité. Donc effectivement, établir une culture commune, une éthique professionnelle partagée est une piste vraiment importante en termes de règles, de fondements au sein d'un établissement scolaire. Adopter également des stratégies didactiques spécifiques qui visent à la construction d'un savoir autonome. J'ai parlé tout à l'heure de pédagogie du projet. Ça, c'est vraiment important parce que le rôle de l'école, c'est d'instruire et non de prêcher. Vous avez bien compris, hein, la séparation, tu l'as dit, hein, c'est l'essence même de la loi de 1905 entre l'État et l'Église. Instruire et non prêcher. Dissocier l'esprit critique de l'esprit de critique. Distinguer croire de savoir en apprenant à savoir. Donc toutes ces dimensions-là, effectivement, doivent pouvoir perler, s'opérationnaliser dans le cadre des disciplines à travers des stratégies didactiques spécifiques. Adopter également des modalités pédagogiques spécifiques. C'est-à-dire que le dialogue est important, ne pas se braquer, bien entendu, privilégier le dialogue, la démarche argumentaire, ne pas s'opposer systématiquement à l'élève par rapport à ses croyances, par rapport à ses pratiques. Il faut bien entendu lui faire comprendre un certain nombre de choses, au-delà des règles, lui faire comprendre des choses, le lien à la loi, le lien à la règle, mais bien entendu lui permettre de rentrer dans une démarche argumentaire pour, bien entendu, lever certaines ambiguïtés et bien lui faire comprendre que l'enseignement de l'éducation physique, comme tout autre enseignement, relève d'une obligation et dans quelle mesure cette obligation participe à son épanouissement et à son éducation. On rappelle également que l'État protège la liberté de conscience des élèves. C'est-à-dire que les élèves, c'est pas parce que on demande à un élève à être présent dans un cours d'éducation physique alors que l'activité pourrait rentrer en contradiction avec ses pratiques religieuses, on s'oppose, hein, bien entendu. L'État protège, mais parce que l'État protège, elle se garantit d'une neutralité. J'en ai parlé, l'importance de la formation continue des enseignants et effectivement cette question de l'éducation, enfin en tout cas la formation aux valeurs de la République font partie des plans académiques de formation, mais comment également dans les plans académiques de formation disciplinaire, on peut travailler de façon très concrète à travers des démarches didactiques et pédagogiques cette didactisation, cette pédagogisation de la laïcité. Alors après, effectivement, sans vouloir contourner le problème, on peut effectivement envisager dans certains contextes singuliers des modalités de groupement adapté à un contexte très singulier. J'ai pu voir ici et là des décisions d'équipe qui avaient décidé de démixer, par exemple, l'enseignement, uniquement l'enseignement de la natation, à partir de la classe de 4e et de 3e. Alors que le principe de la mixité doit s'imposer, dans certains contextes, on a pu voir des solutions de cet ordre-là qui ont permis, effectivement, à des élèves de revenir en natation. C'est peut-être pas la condition sine qua non, mais ce sont des pistes qui ont pu s'opérer et qui ont pu se traduire par des résultats significatifs en termes d'engagement d'élèves.
privilégier des modalités de groupement affinitaire dans certaines activités où il y a un contact ou un engagement corporel des élèves particuliers et singuliers, par exemple. En tout cas, il y a nécessité à porter une vraie réflexion de pédagogisation, en tout cas de cette question de laïcité en éducation physique, hein, mais pas que, à l'école en général. Mais effectivement, l'éducation physique, de par sa spécificité corporelle, vous confronte à des cas d'école où vous pouvez être parfois démunis en termes de démarche et en termes de solutions pédagogiques et didactiques. Alors pour aller plus loin, en tout cas quelques références sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Vous avez, donc elle a été rappelée, la loi de 2004, la charte de la laïcité de 2013, le vade-mecum de la laïcité de 2023 et un rapport du Conseil des sages qui avait été remis à l'époque au ministre en 2022 et à la chargée de la citoyenneté, l'évitement des cours de PS et le recours à des certificats médicaux non justifiés ou de complaisance qui reviennent sur un certain nombre de points que j'ai pu évoquer. Voilà quelques éléments que j'ai souhaité recontextualiser d'abord d'un point de vue plus général à l'école et puis sur le contexte singulier et spécifique de l'enseignement de l'éducation physique et sportive. Voilà.